Qu'est-ce qu'il se passe au Sénégal? On peut avoir plusieurs approches de la situation, mais comme cette vidéo va être montée et qu'on va prendre notre temps, j'aimerais moi prendre du recul en fait. Essayer de ne pas analyser immédiatement les faits, mais les choses plutôt en profondeur. Un de mes professeurs de géopolitique me disait toujours « la géographie, c'est la destinée ». Et le Sénégal a une géographie très particulière. D'abord, il fait face au Brésil, et c'est bien pour ça qu'il a été une plateforme très importante dans la traite négrière durant le commerce triangulaire. Et c'est aussi pour ça que le Sénégal a compté des comptoirs portugais, avec notamment Rio Fresco, qui allait devenir Rufisque, qui plus tard allait être un haut lieu de la culture d'arachide, elle aussi très importante dans l'histoire coloniale du Sénégal. Vous aviez même une marque de pâte d'arachide qui s'appelait la Rufisquoise. Alors essayons vraiment de remonter très loin, puisqu'après tout, on a cette fameuse citation que j'adore d'un haut responsable du Parti communiste chinois à qui on avait demandé « Que pensez-vous de l'impact de la Révolution française ?» Et il avait répondu « C'est encore trop tôt pour l'évaluer, c'est encore trop tôt pour le comprendre. » Alors, si on veut comprendre le Sénégal, peut-être qu'il faut revenir complètement en arrière. Peut-être qu'il faut revenir, par exemple, au traité de Tordesillas, la période où les puissances européennes, et en particulier l'Espagne et le Portugal, vont diviser le monde en deux avec l'accord du pape, à savoir donc le Brésil parlera portugais, mais aussi ce qui va devenir l'Angola. Et les Portugais, avec notamment Henri le Navigateur, avaient lancé un grand programme d'exploration, avaient pratiqué la circumnavigation de l'Afrique pour aller jusqu'en Inde où les épices étaient si chères. Et puis les Espagnols, avec Christophe Colomb, étaient partis dans l'autre sens, en espérant, en sous-estimant la taille de la planète Terre, étaient partis vers ce qui allait devenir l'Amérique, en référence à Amerigo Vespucci. Et donc, dans cette période, le Sénégal va connaître des comptoirs portugais. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que le Sénégal soit lié à la destinée de la France et inversement. Vous savez, par exemple, De Gaulle a failli se suicider au large de Dakar pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il a échoué à prendre le contrôle du Sénégal, de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Donc un pays où Charles de Gaulle, l'un des plus grands des Français, si ce n'est le plus grand des Français, selon moi devant Napoléon, a failli se suicider, c'est forcément un pays qui a un lien profond avec l'histoire de la France et avec son destin. Et en fait, c'est ça le problème fondamental auquel on assiste en ce moment au Sénégal. C'est que le Sénégal a un dirigeant dirigé. Et ça, c'est le problème général de la France-Afrique. Même si aujourd'hui, la France-Afrique est en train de se perdre. D'abord, on a des pays qui se sont ouvertement rebellés contre elle, et le Mali est le meilleur exemple de cela. La France avait soutenu un coup d'État dans le pays, notamment pour empêcher le brillantissime Cheikh Modibo Diarra d'être élu démocratiquement dans ce pays. Mais ensuite, eh bien, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Et aujourd'hui, le Mali répète et enchaîne les pieds de nez à la France, notamment aux Nations Unies, et surtout se rapproche de la Russie. Ça, c'est le truc le plus grave, avec notamment le groupe Wagner qui a fait des étincelles en Ukraine et qui aujourd'hui est en train de bouffer la France-Afrique petit bout par petit bout. Et ça, évidemment, c'est un problème pour la géopolitique française. Mais Macky Sall, par contre, il a été formé en France, à l'Institut français du pétrole, ça ne s'invente pas. Et il est bien sûr perçu comme un mini-Macron. Et c'est le problème typique des dirigeants dirigés. Il ne peut pas dire à son peuple qu'il est dirigé, son peuple qui voit le Mali prendre son envol, son peuple qui voit certains pays d'Afrique s'éloigner d'une certaine tutelle occidentale. Et pourtant, bien, les dirigeants dirigés ont aussi ceci, qu'ils sont très fermes avec leur peuple et qu'ils ne peuvent donc pas avouer leur faiblesse à l'international, à savoir que oui, ils sont dirigés. Et ça remonte, ça, vous savez par exemple Faidherbe qui avait carrément créé l'école des otages. Donc c'était comme la romanisation, en fait. Vous aviez une école pour les chefs africains, pour les gens influents en Afrique, et cette école était là pour franciser, non plus romaniser, mais c'est le fonctionnement naturel d'un empire, fondamentalement. Or, Macky Sall fait partie de cela, et quand vous êtes le leader d'un peuple fédéré dans la romanisation, eh bien vous avez deux choix. Soit vous allez accepter la romanisation, soit vous allez tenter une roi Arthur, ou plutôt pour des personnages
plus connue historiquement et plus vérifiée, une Attila ou une Arminius. Attila a été formé à Rome, a été romanisé, mais il s'est retourné contre Rome. Arminius, qui allait donner Hermann, et qui a infligé une défaite cuisante à l'Empire romain avec la bataille de Teutobourg, où même Auguste, le plus grand empereur de l'histoire de Rome, a pleuré pendant plusieurs jours en disant « Rends-moi mes légions !» Eh bien Arminius avait été romanisé et s'est retourné contre Rome. Macky Sall n'a absolument aucune intention de faire cela parce qu'il sait, et il n'a pas suffisamment travaillé à cela, il n'a pas suffisamment envisagé cela, mais ce n'était pas dans ses intentions, tout simplement. Comme ce n'était moins, ou peut-être jamais dans les intentions de son prédécesseur et mentor en quelque sorte, à savoir Abdoulaye Wade, même si Abdoulaye Wade avait tout de même fait construire un monument à la Renaissance africaine, notamment par des ingénieurs et artistes nord-coréens, ça ne s'invente pas, et quand vous voulez envoyer le signal que vous pourriez peut-être prendre le large vis-à-vis de l'empire colonial français, eh bien c'est vrai que faire ériger une statue géante par des nord-coréens, ça peut là aussi se poser bien au milieu du rapport diplomatique franco-africain. Gbagbo a essayé, mais Gbagbo a été éliminé et bien sûr remplacé par Alassane Ouattara, dont je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy en personne qui a annoncé qu'il était, selon lui, le seul président légitime en Côte d'Ivoire. Alors voilà ce qui se passe au Sénégal. On a le Mali, qui s'est éloigné de la France-Afrique et qui enchaîne donc les pieds de nez. Et puis on a Macky Sall au Sénégal qui est vraiment perçu comme un mini Macron. Et le problème c'est que Macron n'est pas populaire, pas seulement en France, aussi énormément en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, mais d'ailleurs aussi en Afrique du Nord. Rappelons que le Maroc, qui est tout de même un allié assez traditionnel de la France, avait affirmé très officiellement que les relations avec la France n'étaient ni bonnes ni cordiales. Ça, c'était absolument cash. Et le Maroc est un allié absolument naturel du Sénégal. Donc lui aussi regarde avec attention ce qui est en train de se dérouler dans ce territoire si crucial, en fait. Rappelez-vous que dans l'histoire même de la colonisation africaine, il y avait eu déjà 2 chocs de titans, à savoir la France qui voulait une voie de chemin de fer de Dakar jusqu'à Djibouti, donc d'ouest en est, et l'Angleterre, le Royaume-Uni, qui voulait une voie de chemin de fer du Cap jusqu'au Caire. On se rappelle de cette célèbre illustration dans le magazine Punch, où on voit Cecil Rhodes, dont la Rhodésie a porté le nom et qui a même inspiré un des personnages de Picsou, je crois que c'était Gripsou en français, dans la vallée du Transvaal. Et ben on voit Cecil Rhodes comme ça en train de tisser cette voie de chemin de fer du Cap au Caire. Et le clash des 2 projets de chemin de fer a eu lieu à Fashoda, où finalement la France s'est couchée parce qu'elle sortait de la défaite de 1870 et qu'elle n'envisageait pas d'embrayer sur une bataille avec l'Angleterre. Donc déjà, le Sénégal était absolument crucial parce qu'il indiquait la direction vers le Brésil et le point final ou initial, selon comment on voit les choses, d'une voie de chemin de fer de Dakar à Djibouti. Ensuite, avec l'aéropostale, vous aviez eu un arrêt important pour Saint-Exupéry, et puis Jean Mermoz, c'était Casablanca-Dakar, et même ensuite la ligne directe Toulouse-Saint-Louis, où il y a encore le pont Faidherbe, et la statue d'ailleurs de Faidherbe qui a été déboulonnée par certains blogueurs courageux sur place. Vous savez, moi-même je ne suis totalement contre la cancel culture, mais là pour le coup, au Sénégal, c'était logique. On va tout de même pas célébrer quelqu'un qui avait érigé cette école des otages, entre autres nombreuses choses. Donc l'histoire du Soudan français, l'histoire de l'Afrique occidentale française, et puis donc aujourd'hui des dirigeants dirigés. Et dans le mix, eh bien, les confréries soufis. Et oui, le Sénégal est essentiellement monoreligieux, même si la Casamance n'est pas musulmane, et que ça joue un rôle évidemment très important dans son mouvement indépendantiste. Mais vous avez 2 confréries soufis qui sont extraordinairement puissantes au Sénégal, et qui peuvent faire ou défaire des présidents. Et oui, vous n'avez pas que la franc-maçonnerie, qui est une sorte de petit frère, un petit peu dévoyé du soufisme à beaucoup d'égards, même si le soufisme est beaucoup plus grand et vaste. Mais vous avez ces 2 confréries soufis, la Mouridiyya et la Tidjaniya. La Mouridiyya en particulier, fondée par un immense personnage que la France-Afrique ignore, et qui est Cheikh Ahmadou Bamba, un déporté de la colonisation, qui avait été laissé à vivre dans la forêt en espérant qu'il en mourrait,
Donc un peu comme Dreyfus avait été envoyé au bagne à Cayenne sur l'île du Diable, Cheikh Ahmadou Bamba a été envoyé sur l'équivalent de l'île du Diable, sans toit sur la tête et en pleine jungle. Mais pour les soufis, c'est une figure qui a atteint un niveau de maîtrise exceptionnel, à savoir l'état en fait de Jésus. Jésus pour les soufis est un état que n'importe quel homme peut atteindre. Et c'est d'ailleurs la perception que les soufis ont de la déclaration de Jésus, personne n'entre au paradis sans passer par moi. C'est-à-dire que l'état qui permet d'entrer au paradis, selon les soufis, est cet état qu'avait atteint Jésus, que les soufis d'ailleurs appellent le maître, avec un grand M si vous voulez. Saïdina Issa, c'est un peu comme maître Yoda, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a dépassé toute limitation physique, et donc qui peut ressusciter les morts, qui peut faire tous les miracles qui sont attribués à Jésus. Eh bien, les mourides, et les soufis en général, les mourides en particulier, pensent que Ahmadou Bamba avait atteint cet état spécifiquement. Et c'est lui qui a fondé la ville de Touba, deuxième ville la plus importante du Sénégal, contrôlée par les mourides, et à laquelle d'ailleurs les mourides rendent un pèlerinage tous les ans. Et la Tidjaniya, qui a un centre très important à Fès, mais dont le centre spirituel est en Algérie, et la Mouridiya sont des facteurs de stabilité très importants au Sénégal, et ce sont peut-être ces deux confréries qui détiennent les clés d'une résolution de la situation au Sénégal, d'une résolution pacifique, bien sûr. C'est ça qu'on entend le plus, une résolution pacifique. Donc aujourd'hui, essayons vraiment de comprendre la situation au Sénégal en prenant un maximum de recul. Un pays qui est lié à la destinée de la France, et je ne le dis pas dans le sens que le Sénégal doit rester une colonie 2.0 de la France, pas du tout. Mais si la géographie c'est la destinée, il existe un lien, une sorte de destin. Vous savez, les kabbalistes pensent même que le monde a des organes et que ces organes sont interreliés. C'est un peu ça, la relation entre le Sénégal et la France. Et je crois même, de mémoire comme ça, que Léopold Sédar Senghor avait aimé rappeler à Charles de Gaulle qu'il était plus français que lui, entre guillemets, puisque l'annexion des Flandres était un petit peu antérieure aux relations entre la France et le Sénégal. Savoir Saint-Louis, c'est tout de même en référence à Louis XIV, et puis Louis, ça veut dire Clovis, quoi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a un Sénégal qui voit la situation au Mali, on a un Sénégal qui aimerait être maître de son destin, et qui ne l'est pas, ne serait-ce qu'avec le système du franc CFA d'une part, mais bien au-delà, avec tout simplement le fait qu'on ne peut pas, comme ça, refuser d'être un dirigeant dirigé, et encore une fois que Gbagbo en a fait les frais. Et on a un peuple qui voit une France qui a perdu son leadership, qui est de moins en moins crédible, non seulement parce que Macron est très peu crédible en Afrique, mais en plus parce que la diplomatie française a été ravagée elle-même, et elle avait une très grande crédibilité, elle, pour le coup, en Afrique, notamment du temps de Jacques Chirac. Alors, est-ce qu'on va avoir une Russe-Afrique maintenant, comme on le voit avec les parts que cède la France, et puis avec l'influence russe au Mali? Est-ce qu'on va avoir une Russe-Afrique, par exemple au Soudan? Certes, le Soudan n'est plus dans le système de la France-Afrique, et son président n'y est pas initié dans les mêmes réseaux que ceux de la France-Afrique. Et pourtant, c'est parce que le Soudan a voulu ouvrir des bases russes que les Américains se sont occupés de lui, exactement comme quand le Soudan avait voulu vendre son pétrole aux Chinois, les Américains s'étaient occupés de lui déjà à l'époque, avec notamment même l'intervention prestigieuse de George Clooney, qui était membre du Council on Foreign Relations, tout aussi prestigieux d'ailleurs. Donc, je voulais prendre ce recul sur la situation au Sénégal. C'est un peu comme, vous savez, le bois qui travaille dans une vieille maison. On a des failles, on a des craquements. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un craquement. Est-ce qu'il va mener à une fracture totale? Je suis bien incapable de vous le dire. Mais le bois travaille, le destin du Sénégal est en train de travailler dans une certaine direction. Et la France aurait pu continuer à avoir de bonnes relations avec le Sénégal si la France avait été elle-même non alignée, en conclusion. Je pense vraiment que le destin du Sénégal est d'être non aligné, mais qu'en fait le destin de la France aussi est d'être non aligné. Et que tant que la France soit alignée, car, soyons clairs, si les dirigeants du Sénégal ont été des dirigeants dirigés à beaucoup d'égards, le dirigeant de la France aussi est un dirigeant dirigé. Et en fait,
tous les dirigeants du G7+, sont des dirigeants dirigés aujourd'hui. Ils n'ont pas de souveraineté. Ils ne peuvent pas s'opposer, par exemple, à l'explosion du gazoduc Nord Stream. Et j'adore d'ailleurs ce que l'excellentissime Mosinor a fait comme vidéo sur le sujet. Autre Jacques Chirac, c'était un branleur, baiser, buveur de bière. Mais lui se serait indigné plus que toi. On a de la chance de t'avoir, Emmanuel. Qui a pété mon gazoduc? C'est toi qui as pété le gazoduc? Eh bien, si tous les dirigeants du G7+, sont aussi des dirigeants dirigés, on a beaucoup trop de dirigeants dirigés aujourd'hui, entre le Sénégal, Paris, mais même en fait aussi le Japon, où vous avez eu l'assassinat d'un des dirigeants nationalistes et souverainistes du Japon, à savoir Shinzo Abe. Alors en conclusion, pendant la guerre froide, il y a eu une première décolonisation, une décolonisation 1.0 on pourrait dire. Eh bien, nous sommes entrés dans la guerre froide 2.0 et nous devons envisager qu'il y ait une décolonisation 2.0. Je ne sais pas si la situation actuelle au Sénégal va embrayer sur une décolonisation 2.0. Mais ce que je sais, c'est que les failles s'accumulent et qu'on entend le bois craquer.